Nous allons inviter Joe Hanvey comme premier intervenant. Joe est venu de Greenville, en Caroline du Sud. Are you on? Can you guys hear him? From Greenville, South Carolina is Okay. my hometown. Well, But you live in Florida now? no, No. I live in Greenville. What I'm would on vacation. Oh, I just made okay. a vacation out of it. All right, so. we're all learning something today. How about that? Very cool. Well, Joe. Eh bien, Joe, de quoi allez-vous parler aujourd'hui? D'un modèle physique. Okay. Ok, Joe. If you guys Si vous ne le savez pas, Joe a passé beaucoup de temps à construire un modèle de Terre plane et du système terrestre fermé. a model of flat Earth and the enclosed Earth system. So I thought it'd be J'ai good donc to pensé start qu'il with serait bon de commencer avec lui, d'avoir une base de référence pour ce à quoi nous pensons que ressemble le système terrestre. the Earth system looks like. Joe, how long Joe, depuis combien de temps êtes-vous terraplaniste? flat earther? Environ 13 ans. 13 years. So 13 ans? Il est comme un vieux de la vieille. gee, I was surprised when I heard actually J'ai how été long surpris d'apprendre en fait combien de temps s'était écoulé depuis qu'il avait découvert cela. I thought I was Et je pensais être l'un des anciens, mais apparemment non. apparently not. So Mesdames et messieurs, Joe Hanvey, c'est à vous. So this is not really. Thank you. Merci. Parler n'est pas vraiment mon truc. Science is. La science a toujours été mon truc. Et j'aime bien ce qu'il a dit. Vous savez, la science a été redéfinie. Redefined. Et aujourd'hui, la science est Dieu. Combien de fois avez-vous entendu dire qu'il faut faire confiance à la science? Eh bien, les Écritures disent qu'il faut faire confiance au Seigneur. Et donc, en réalité, la sagesse et la connaissance ont toujours été ce qu'était la science. And we obtain that by. Et nous obtenons cela non seulement en étudiant la création, But mais en gagnant en intimité avec le Créateur à travers sa création. Et je pense que les Écritures sont si catégoriques sur la création, simplement parce que nous pouvons connaître notre Créateur juste à travers la création elle-même. creation itself. So. Donc je vais commencer par ce qui m'a amené à cela. Me into this was C'est probablement en 2008-2009. 2008, 2009. J'enseignais à un cours d'église sur la prophétie et l'apologétique des Écritures. For the scriptures, and I had a lot of Et j'avais beaucoup d'enseignements et de prophéties sur l'astronomie et ce qui se passait dans les cieux. on in the heavens, but I was Mais je l'enseignais d'un point de vue héliocentrique. Et j'ai commencé à remarquer des choses qui ne correspondaient pas aux Écritures. with the scriptures, and Et cela m'a conduit sur ce chemin. to Ok, qu'est-ce que la Terre? À quoi ressemble-t-elle? Comment fonctionne-t-elle? Qu'est-ce que le Soleil? Qu'est-ce que la Lune? Comment se produisent les éclipses? Pouvons-nous déterminer ce que sont les pluies de météores? showers are. Qu'est-ce que le redshift, le blueshift? Qu'est-ce que c'est la précession des équinoxes? Comment tout cela fonctionne-t-il dans un modèle et un système complètement différents? Different system. Et il n'y a pas eu beaucoup de bonnes réponses à cette question. So what I set out to do, Donc ce que j'ai entrepris de faire, c'était d'essayer de créer. Alors, je vais en quelque sorte préfacer cela avec ce modèle. this model is not. It's not. Ah, il n'apparaît même pas. Je pensais qu'il apparaissait. Ça n'a pas fonctionné. Bon, c'est pas grave. The model is not. It's a C'est un modèle conceptual conceptuel. model, so I can Je peux donc le démontrer. and I'm not Et je n'en ai pas fini avec ça. finished with it, but Mais maintenant, je peux démontrer tous ces phénomènes individuels, un par un. one at a time. If I set it up, Si je le mets en place et que je prends le temps de faire chacun d'eux, comme les éclipses lunaires, les éclipses solaires, I can show what je peux montrer ce que sont le blue shift et le red shift. in the model that we claim basically as Dans le modèle qu'on affirme qu'il est, parce que c'est un modèle hypothétique. Donc à la base, je dois faire des hypothèses. Ce sont mes théories sur la façon dont tout cela fonctionne. working, so I'm not by any Je ne dis donc en aucun cas qu'il est factuel, factual like à l'instar de la NASA qui dit que la boule d'eau qui tourne dans le vide est factuelle. Je ne dis pas ça. it's a conceptualized C'est un modèle conceptualisé pour montrer que ces choses peuvent fonctionner en son sein. this stuff can work within. Okay, so that's what Ok, donc voilà à quoi ressemble le modèle quand il est éclairé. On l'a ici. Je fais une installation, donc je peux accueillir genre 10 personnes dans la pièce à la fois. Nous avons une petite chambre noire installée dans laquelle je peux tout éclairer et montrer. Mais ce qui m'a fait démarrer cela,
c'est que j'enseignais, encore une fois, l'apologétique et j'ai commencé à remarquer des choses qui ne correspondaient pas aux Écritures. Et ce que c'est, pour moi, c'est comment enseigner le modèle héliocentrique avant même d'avoir été initié aux Écritures. J'ai donc abordé les Écritures avec cet état d'esprit, au lieu d'aller dans le monde avec l'esprit des Écritures, et Dieu a dû changer cela en moi. Et cela a pris beaucoup de temps pour se faire. Mais alors j'ai donc décidé de construire le modèle. Et c'est un peu à quoi ça ressemble. C'est complètement indescriptible à mon avis. Je ne pense pas que nous puissions connaître pleinement le modèle. Nous ne pouvons pas mesurer le plafond, nous ne pouvons pas mesurer les luminaires au plafond, mais nous pouvons conceptualiser ce qu'elles font et comment elles fonctionnent dans le modèle. Et l'une des choses les plus importantes est le dôme céleste. Je pense que cela répond à beaucoup de choses. Mais construire le modèle, pourquoi l'avoir construit? La chose principale était la suivante. Pendant 13 ans, j'ai entendu dire « Vous n'avez pas de modèle, vous n'avez pas de modèle ». Eh bien, nous avons un modèle. Tout est modélisé à partir de la Terre plane. Par exemple, nous faisons de l'astronomie à partir de la Terre plane. Nous construisons des choses à partir de la Terre plane. Nous faisons voler des avions à partir de la Terre plane. Tous les satellites et tout cela sont basés sur une Terre plane et stationnaire. Là où je veux en venir, c'est que tout est basé sur un modèle de Terre plane. Mais non, nous n'avons pas de modèle physique que nous pouvons mettre devant vous et dire « Hey, voici un modèle ». Eh bien, c'est sur quoi je travaille depuis 5 ans maintenant. C'est de faire briller des lumières à travers des dômes pour comprendre ce genre de choses et comprendre comment ces lumières fonctionnent et comment les choses peuvent être prises en compte. Et je pense que c'est probablement la meilleure représentation de ce que les Écritures nous proposent. Et nous avons comme un dôme céleste posé sur des piliers en carré et de l'eau qui l'entoure, et nous vivons à l'intérieur de cela. Et c'est en quelque sorte le meilleur modèle conceptuel, je pense. Alors, mes recherches et développements ont été coûteux. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ce n'est pas quelque chose que je ferai pour le profit. Je le fais pour le plaisir. Je possède ma propre entreprise. Et ce n'est donc pas quelque chose qui me rapporte de l'argent. Je ne fais pas ma promotion ou quoi que ce soit. Je ne suis même pas vraiment un orateur. Alex m'a demandé de venir, alors j'ai dit, tu sais quoi, je viendrai. Et il y a ici de grands orateurs que j'admire. Et je crois que Justin Harvey était le voisin de 2 de mes amis très proches. Et ils ont parlé très bien de lui. Je ne le vois pas ici, mais... Et Austin, mec, ce que tu fais, c'est génial. Je le dis tout le temps aux gens qu'Austin est au sommet de son art en ce qui concerne le débat sur le sujet. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de gens capables de débattre du sujet comme Austin. Alors, du côté de la recherche et du développement, j'ai commencé à prendre l'avion. J'ai volé pour les éclipses lunaires, des éclipses solaires. Je les ai filmés avec un P950, avec des caméras thermiques, différents filtres, des infrarouges, des filtres solaires. À 3200 mètres, dans un petit avion à 4 places. J'ai fait ça. J'ai pris des éclipses lunaires et solaires de cette façon. J'ai pris des éclipses solaires et lunaires depuis le sol avec des caméras et des télescopes. Mais l'un des aspects les plus importants de la recherche et du développement a été d'observer toutes ces différentes choses depuis différentes positions. Depuis le sol, depuis le ciel, depuis les montagnes, depuis les océans. Puis de prendre et de collecter toutes ces données, puis de les analyser pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et tout cela est en quelque sorte lié à l'optique. Et quand je dis faire briller des lumières à travers des dômes, eh bien, c'est un peu ce que faisait Isaac Newton quand il a découvert les différents spectres de lumière. Il jouait simplement avec des prismes. Et apparemment, l'histoire est que, de toute façon, je ne sais même pas si vraiment ce gars a existé ou non, il n'y a aucun moyen d'en être certain. Mais il jouait avec des prismes en laissant passer la lumière à travers un prisme, à travers des fissures dans son bureau, sa maison, ou son laboratoire, où qu'il soit. Et en regardant différents spectres de couleurs sortir. Et puis il a découvert l'infrarouge et l'ultraviolet, et des choses comme ça. Donc il jouait simplement avec la lumière, et c'est tout. C'est tout ce qu'est l'optique. Vous jouez avec la lumière pour comprendre comment elle fonctionne. Et puis vous sortez et vous observez ce que font les lumières au plafond, et vous essayez d'imiter cela, et de comprendre comment vous pouvez le modéliser et le démontrer aux autres pour que cela ait du sens. Donc, ces 5 dernières années, j'ai passé beaucoup de temps. L'un des défis qu'on m'a toujours dit, c'était « va chercher un télescope. Va t'acheter un télescope, tout est une sphère, tout est rond. » Eh bien, j'ai acheté 3 télescopes, plusieurs caméras d'astronomie différentes, et j'ai appris à le faire moi-même. Et ils ont absolument prouvé que nous vivons sur une Terre plane. Les montures équatoriales, vous entendez les gens argumenter cela tout le temps, qu'elles prouveraient absolument. Et d'ailleurs, en tant que chercheurs de vérité, nous devons arrêter de dire qu'elles sont fausses aussi.
parce qu'elles ne sont pas fausses. Les corps célestes sont là, ils sont réels. Nous pouvons les capturer. Les télescopes ne sont pas préchargés avec de fausses images préchargées. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce sont des tubes avec du verre ou des tubes avec des miroirs et du verre, et ils voient juste ce qu'il y a. Le psaume 19, de 1 à 4, dit que non seulement ils sont là, mais qu'ils déclarent sa gloire et exposent son œuvre, et qu'ils étendent leurs paroles soir après soir. Et j'y crois à 100%, parce que je suis restée assis soir après soir, dans des conditions climatiques très froides et d'autres très chaudes, simplement pour étudier ces choses, les photographier, les filmer. Et c'est incroyable de voir ce que notre Créateur a mis dans les cieux au-dessus de nous. C'est plus que magnifique, c'est indescriptible. Et c'est bien mieux que la télévision. Vous savez, la télévision jette des sorts, alors que lorsque vous êtes dehors en train de regarder son œuvre, vous vous rapprochez et devenez plus intime avec lui, à mon avis. Vraiment, la chose la plus importante dont je veux parler est de savoir comment organiser des tests, comment s'instruire. Vous pouvez faire des choses simples, comme juste sur la table là-bas, ils ont une petite loupe avec un petit soleil que vous pouvez faire glisser d'avant en arrière, et vous pouvez voir comment un soleil disparaît de bas en haut sur une surface plane. Eh bien, je l'ai fait aussi. Mais je l'ai fait dans des démonstrations plus grandes pour montrer, en quelque sorte. Mais passons en revue celle-ci très rapidement. La mise en place du test est quelque chose que je vais survoler. J'échoue souvent. Tout récemment, je me suis laissé entraîner dans un sujet spécifique que je ne fais pas normalement et j'ai publié un tas de messages qui étaient de mauvaises explications sur un sujet. J'ai supprimé tous les messages. Je n'aurais jamais dû m'impliquer dans cela. Ce n'est tout simplement pas mon style. Je ne suis pas du genre à débattre. Je suis juste du genre à comprendre. Et puis une fois que j'ai compris, je le publie et le montre aux gens. Mais ce sujet s'est avéré être le soleil de minuit en Antarctique. Et j'ai obtenu une compréhension là-dessus, mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez expliquer par une vidéo. Vous devez le montrer en direct et en personne, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et c'est ici cela se produit. Je dis simplement qu'il est possible d'avoir un soleil de 24 heures sur 24, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en Antarctique, à tout moment, pour n'importe qui. Pour le solstice d'été, pour la partie sud du royaume. Résolution de problème. Une fois que vous échouez, vous vous rendez compte, ok, comme la première fois, j'ai mis en place une expérience de coucher de soleil, j'ai échoué. C'était horriblement mauvais. Je me suis dit, eh bien, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? J'ai réfléchi un peu dessus, puis je l'ai refait. Et je me suis un peu améliorée, et je l'ai refait, je me suis encore améliorée, jusqu'à ce que je le fasse une fois, et c'était vraiment, vraiment bien. Et ça a très bien fonctionné, ce que vous devriez voir ici dans une minute. Et puis après avoir corrigé ces erreurs, vous y parvenez, et vous pouvez démontrer d'une manière qui a du sens pour les gens. J'aime pouvoir expliquer les choses très simplement, sans utiliser de grands mots ou beaucoup de mathématiques ou quoi que ce soit de ce genre. Simplement parce que si je ne peux pas l'expliquer à un enfant, est-ce que je comprends vraiment moi-même? Donc si je dois utiliser des mots plus de 5 syllabes, est-ce que je le comprends vraiment? J'essaie de les garder en dessous de 4, de corriger les erreurs, de faire les choses correctement, de démontrer le modèle. Donc après avoir fait tout cela, je passe d'une affirmation à l'autre. Je vais commencer par le Soleil et la Lune. Le Soleil et la Lune, dans le modèle de la Terre plane, c'est vraiment crucial de comprendre ce qu'ils sont et comment ils fonctionnent. Encore une fois, ce sont mes théories. Il y a d'autres personnes avec d'autres théories, mais ceci sont mes théories sur ce qu'ils sont. Nous allons donc passer en revue ce que sont le Soleil et la Lune. Vous pouvez voir là les différents sujets qui sont abordés. Et à peu près toutes ces théories sont celles que j'ai élaborées, en faisant briller des lumières et des dômes et en jouant avec des miroirs et des prismes, et des séparateurs et des lasers, et différentes sources de lumière et d'énergie, pour essayer de comprendre optiquement ce que font toutes les lumières du plafond, car cela a été l'un des plus grands arguments contre la Terre plane. Comment fonctionnent les traînées d'étoiles? Comment fonctionne le Soleil en Antarctique? Comment fonctionnent toutes les lumières du plafond? Pourquoi ont-elles l'air sphériques? Et tous ces différents arguments qui sont vraiment fallacieux et qui ne sont que des points de discussion régurgités plus qu'autre chose. Mais je crois que le Rakia, qui est ce que les Écritures appellent le dôme lui-même, c'est le Rakia, le dôme céleste, le firmament est tout, du sol au dôme lui-même. C'est ce que je crois, car dans la Genèse, il est dit que les oiseaux volent dans le firmament. Nous avons donc ces différentes couches, du sol jusqu'au dôme céleste lui-même, qui constituent l'ensemble du firmament.
mais le raquilla est le dôme céleste. Et le dôme céleste est la clé de toutes les lumières du plafond. Cette image-là, vous l'avez probablement vue. Ceci est ma photo. C'était le matin de l'éclipse de lune de sang du 8-11-2022. Nous volions depuis 4 heures du matin. Nous avons filmé et photographié toute l'éclipse de lune de sang. Nous avons capturé l'éclipse de lune de sang dans le ciel du matin. Ceci est une photo que je vois tout le temps. Les terraplanistes prétendent souvent que le soleil est dans les nuages. Le soleil n'est jamais dans les nuages. Il ne peut pas être dans les nuages. Oui, il semble être dans les nuages, mais ce n'est pas possible. Il faut y réfléchir de cette façon. Si je regarde un lever de soleil, quelqu'un d'autre regarde un coucher de soleil. Puis quelqu'un d'autre regarde le soleil directement au-dessus d'eux, à l'apex. Et nous savons qu'à l'apex, il est bien au-dessus des nuages. Le soleil a donc une position apparente à tout moment. Il n'a jamais de position physique. Et si le soleil a une position apparente pour tout le monde, et que les deux personnes qui le voient dans les nuages voient soit un lever de soleil, soit un coucher de soleil, tandis que celui qui est au milieu le voit au sommet, alors il ne le voit pas réellement dans les nuages. C'est une illusion d'optique. Et c'est parce que le soleil est un point focal de lumière projetée qui émet une immense quantité de lumière qui pénètre à travers certains nuages et ne pénètre pas à travers d'autres, ce qui donne l'impression qu'il est dans les nuages, ce qui prouve qu'il est petit et local. Donc ce n'est pas faux de dire que ça semble être dans les nuages, mais c'est faux de s'appuyer sur le fait que c'est physiquement dans les nuages. Ce n'est pas ce qui se passe. Alors, cette première photo-là n'est pas la mienne, c'en est une que je vois tout le temps. Ceci est une reconstitution utilisant un laser de classe 4 et une configuration de nuages dans un couloir. Et tout ce que j'ai fait, c'est accrocher un treillis et accrocher des nuages de coton dans le treillis. Puis j'ai tiré le laser au-dessus de la couche nuageuse et j'ai juste déplacé la caméra vers le bas, ce que vous verrez dans une minute, dans une vidéo. J'ai changé la perspective de la caméra et le soleil semblait être dans les nuages, et tout cela était artificiel. Ensuite, nous avons des points chauds à différentes altitudes. Encore une fois, celle de droite, c'est ma photo, et celle-ci, d'un baron de mes amis. Ils ont pris cette photo du pilier solaire pendant la croisière. Vous ne le voyez pas aussi bien sur cette photo parce que j'ai dû l'étirer pour le PowerPoint. Mais il y a un pilier solaire bien défini. Et vous verrez une autre photo dans une minute du pilier solaire et d'un autre lunaire. Mais ce que vous voyez ici est un point chaud sous des perspectives différentes. Vous en voyez un à 10 mètres au-dessus de l'océan sur un paquebot de croisière. Et ensuite on le voit à 3200 mètres. Et la photo suivante va vous montrer la différence. J'ai donc pris et mis ces images dans un filtre négatif. J'ai tracé les lignes rouges et vous pouvez voir, en raison du changement de perspective en altitude, que ce point chaud n'est pas un cercle parfait sous le soleil. C'est en fait une projection vers l'extérieur et loin du soleil, ce qui réaffirme ou confirme que le soleil agit également comme un point focal de lumière projetée, qui n'est pas une source lumineuse sphérique flottant dans le ciel au-dessus de nous. Il y a d'autres choses qui prouvent que ce n'est pas une sphère. Je n'aime pas tant utiliser le mot « prouver », parce qu'on ne peut rien prouver à personne. C'est à l'individu de décider quand il accepte la preuve comme preuve. Alors, ceci montre ce que représente réellement un point chaud à cette altitude et comment le soleil le projette vers l'avant. Ce n'est pas une flaque de lumière circulaire directement sous le soleil. En fait, ces points chauds ne sont pas du tout près du soleil. Ils sont assez loin de lui. Ceux-ci sont donc les piliers du soleil et de la lune, et ceux-ci sont aussi des preuves d'un point focal de lumière projetée. Une source de lumière sphérique ne va pas créer ces phénomènes spécifiques. Elle projetterait de la lumière dans toutes les directions. Vous n'obtiendriez pas cet effet de pilier. Et vous le voyez ici d'une altitude différente. Vous obtenez donc des piliers solaires depuis le sol, des piliers solaires et des piliers lunaires. Et vous les obtenez également depuis les airs. Vous les voyez simplement sous une perspective différente. Je suis très confuse. Qu'est-ce que vous essayez de dire?
J'essaye juste de vous expliquer ce que sont le Soleil et la Lune. Ce sont des points focaux de lumière projetée. C'est un point focal de lumière projetée, un peu comme un laser. Pouvez-vous garder vos questions pour après? Il va y avoir une partie questions-réponses. Oui, alors laissez-le terminer sa présentation. Ça va être vraiment difficile à suivre. Je vais juste vous le dire franchement. Cela représente plus de 13 ans de recherche et probablement 5 ans de travail et d'essais sur le modèle pour comprendre l'anatomie du Soleil et de la Lune. Et vous allez probablement entendre des choses que vous n'avez jamais entendues auparavant. Comme je l'ai dit, ce sont mes théories. Je n'essaye pas d'imposer cela à qui que ce soit. C'est juste la façon dont j'en suis venu à voir le Soleil et la Lune, comment ils agissent. Mais pour l'instant, j'essaye de passer en revue et de montrer que la compréhension de cet aspect est cruciale pour le modèle, à mon avis. Oui, mais si vous avez des questions et que vous ne voulez pas les oublier, écrivez-les simplement sur votre téléphone, et ainsi vous ne les oublierez pas. Et je ferai de mon mieux pour y répondre par la suite. Cette prochaine vidéo montre comment j'ai installé un laser à l'extérieur de ma maison. Alors tout ce que j'ai fait, c'est installer un laser. J'ai ce laser ici. Je l'ai installé et vous allez le voir, juste ici. Il ne se lève pas, il ne se couche pas. C'est un point focal de lumière, 2 niveaux. Et c'est tout ce qu'il fait, c'est se rapprocher et s'éloigner. Mais à cause de notre perspective vue du dessous, vous avez cette vue qu'il descend alors qu'il ne descend pas réellement. Il se déplace simplement à niveau, mais il converge vers le point de fuite. Et c'était juste une simple démonstration pour montrer cela. Et vraiment, ce sont des choses que nous pouvons faire à la maison. Je veux dire, vous pouvez acheter des lasers assez bon marché de nos jours. Vous pouvez installer ce truc. Vous pouvez l'enseigner à vos enfants. Vous pouvez le montrer à vos amis. Vous pouvez l'enseigner vous-même. Il suffit de faire des démonstrations simples à la maison pour vraiment solidifier le fonctionnement de ce truc. De sorte que lorsque les gens ont ces questions, vous pouvez y répondre et les présenter d'une manière qui est non seulement intelligente, mais aussi visuelle. C'est ce dont je parlais avec le point focal de lumière. Comment le Soleil et la Lune projettent de la lumière comme un point focal de lumière, comme un laser en un sens. Tout comme ce pointeur laser ici, il crée ce point focal de lumière, mais vous ne voyez pas la source. La source est pratiquement invisible. C'est la même chose avec le Soleil et la Lune. La source qui crée leurs points focaux se trouve toujours dans le spectre invisible, à mon avis. Mais une fois que cette énergie focalisée atteint une certaine couche, dans ce que j'appelle le superfluide, ou ce que je crois être une couche superfluide, alors elle s'enflamme et elle crée le point focal de lumière qui est le Soleil et la Lune. Et cette énergie vient de la Terre elle-même, à mon avis. Mais ils agissent comme des points focaux de lumière. Et vous pouvez voir le diagramme et comment fonctionne une structure concave et une structure convexe. Je crois que la surface du Soleil et de la Lune, telles que nous les voyons visuellement, sont concaves. Si elles sont projetées à travers ou projetées depuis un plafond concave, le rakia, le dôme céleste, si elles sont projetées à travers cela, ou si elles sont projetées au-dessus ou depuis cela d'une manière ou d'une autre, alors elles vont imiter cette surface. Ainsi, à leur surface, les points focaux visibles de la lumière seraient concaves. Et ce n'est pas visuellement perceptible avec le Soleil. Avec la Lune, c'est à mon avis très perceptible, car le Soleil est beaucoup plus brillant. Ceux-ci sont juste des rayons crépusculaires du Soleil et de la Lune que j'ai pris de différents endroits. L'un est pris pas loin de chez moi, et l'autre est de l'île de Poli. Donc, les rayons crépusculaires de la Lune étaient le 4 juillet de l'année dernière, en 2023, quelques jours avant la superlune. Et ceci, c'était il y a quelques semaines seulement, juste à côté de chez moi. Et ce que cela montre,
Si je reviens en arrière, vous pouvez voir comment c'est comme ce faisceau focalisé qui arrive, et cela crée ces motifs que vous voyez. Juste comme ceci ici. Donc si vous pensez au dôme céleste, et ce que je crois, c'est que l'énergie de la Terre, l'énergie électromagnétique de la surface de la Terre monte vers le haut. Et nous pouvons réellement le tester. La tension augmente à mesure que nous montons. Et donc, depuis le sol, ce n'est pas tant que ça. Mais plus on monte, plus il y a de tension. Il y a beaucoup d'études derrière cela. Et Austin pourrait probablement en dire un peu plus que moi. Mais ce que je crois, c'est que toute cette énergie de la surface de la Terre monte et est collimatée vers un point au sommet du dôme céleste, qui est très probablement Polaris ou quelque chose de similaire. Et après avoir été collimatée, elle est renvoyée vers le bas sous forme d'un faisceau d'énergie focalisée ou de faisceaux d'énergie focalisés qui sont toujours invisibles. Mais une fois qu'ils atteignent le suprafluide, ils frappent un milieu qu'ils peuvent exciter et ensuite ça devient de la lumière. Et c'est ce qui crée le Soleil et la Lune. Le Soleil et la Lune sont donc l'énergie de la Terre qui monte, collimatée vers un point spécifique de réflexion ou de réfraction, peu importe comment vous voulez l'appeler, puis renvoyée vers le bas. Et une fois que cette énergie atteint le gaz noble, même s'il s'agit simplement d'une couche de gaz noble d'hélium ou de krypton, elle peut alors exciter et devenir de la lumière visible. Et on a le disque de la Lune et du Soleil que nous pouvons voir. Et ces points focaux de lumière peuvent dégager de l'énergie et de la chaleur, comme vous le voyez ici. Et puis un autre exemple est le laser de classe 4. Je l'ai simplement pointé sur un rouleau d'essuie-tout. En quelques secondes, il le brûle. Et l'endroit où il brûle réellement est un état de plasma. Ce n'est pas parce que les électrons se divisent, je crois qu'ils disent ça, qu'il y a du plasma. Ne me citez pas là-dessus. Mais les points focaux de lumière peuvent dégager de la chaleur et de l'énergie. Le Soleil dégage évidemment de la chaleur et de l'énergie. Et puis, le Soleil et la Lune qui semblent être dans les nuages, je reviens rapidement là-dessus, parce que les gens utilisent ces filtres négatifs. J'ai donc pris mes propres photos et je leur ai appliqué des filtres négatifs. C'est juste une application. Ce n'est pas un vrai négatif, et il ne montrerait aucun. Le négatif serait également trompé par lui. Donc le phénomène, je veux dire, vous savez clairement que le Soleil n'est pas dans ce palmier. Mais le filtre négatif donne l'impression qu'il est littéralement dans le palmier. Et ce n'est tout simplement pas le cas. Donc lorsque les gens publient ces filtres négatifs et disent ces choses, c'est un peu trompeur, parce que le filtre négatif n'est qu'une application, d'accord ? Il est aussi également trompé par le phénomène, simplement par la luminosité et la lumière du Soleil et de la Lune. Ceci est en fait la Lune, elle n'est pas dans l'arbre. Je veux dire, c'est tout simplement pas le cas, donc... Et cela semble un peu étrange, mais cela compte vraiment pour le modèle, et ce que sont le Soleil et la Lune, car ce sont deux points focaux de lumière projetée. Ceci sont d'autres vidéos que je vois beaucoup être utilisées. Alors j'ai recréé la mienne. Celle-ci est celle que je vois tout le temps. Celle-ci est ma création. C'est un autre filtre qui est trompé. En fait, le Soleil n'est pas dans les nuages. C'est juste un fait. Pour obtenir ce type de vidéo, au début, lorsque vous appliquez le filtre pour la première fois, tout est noir. Vous ne voyez rien. Vous devez ensuite entrer et faire beaucoup de réglages pour que ces couleurs ressortent et pour que cela apparaisse comme ça. Donc, lorsque vous voyez ces choses en ligne et que vous voyez les gens les publier, il y a beaucoup de choses qu'on doit prendre avec des pincettes, avec la terre plane qu'on voit en ligne. Et il faut réaliser que nous essayons tous de comprendre des connaissances cachées, qui nous ont été cachées pendant des centaines d'années. Et tout le monde ne le comprend pas tout de suite, et cela prend du temps. Alors ne sautez pas sur quelque chose juste parce que ça a l'air cool et que vous pensez que c'est la preuve de quelque chose. Essayez de l'apprendre. Apprenez pourquoi cela se produit et voyez si vous pouvez le recréer vous-même, et vous en saurez plus à ce sujet. Voici une démonstration que j'ai faite. C'est là que je faisais le coucher de soleil et le coucher de la lune. Et ceci explique également l'ombre du mont Rainier. Ce que j'ai fait ici, c'est que dans ma cour, j'ai installé ces filets en treillis et je les ai nivelés en hauteur par rapport au sol. Et j'avais le filet en treillis supérieur représentant la couche nuageuse. Le filet en treillis inférieur représente en fait le sol. Et puis j'ai mis le P950 focalisé sur le point de fuite. Le mur sur lequel se trouve le point focal du laser va se déplacer à reculons.
Et lorsqu'il se déplace à reculons, vous verrez, même si le laser est de niveau, les gens diront « Eh bien, si le laser est juste un petit peu décalé, ok. » Eh bien, ceci est une petite démonstration. Et il n'est pas si décalé que ça. En fait, je l'ai nivelé aussi parfaitement que possible. Mais vous pouvez voir que presque immédiatement, le soleil commence à baisser simplement parce qu'il s'éloigne. Donc le soleil artificiel s'éloigne simplement et descend en dessous de ce qui devrait être l'horizon terrestre. Ce qui est intéressant, c'est que cela montre plus que simplement comment fonctionne un coucher de soleil, et ce n'était pas mon intention. Cela m'a aussi donné des connaissances supplémentaires après l'avoir fait. Alors si vous regardez maintenant, ce laser semble être dans le filet, le fond. Il semble être devant ce filet. Il est à plus de 100 pieds de distance. Et ceci est une preuve supplémentaire que le Soleil est un point focal de lumière, tout comme un laser de classe 4 dans un sens, car il nous donne les mêmes phénomènes visuels que ce que nous voyons dans le monde réel. Et puis je vais revenir et vous allez le regarder remonter et passer au-dessus des nuages. Alors, s'il y avait l'atmosphère, si je pouvais l'ajouter, j'essayerai peut-être de le faire plus tard, si je pouvais ajouter une sorte d'atmosphère pour le faire grossir, vous pourriez vous en rendre compte à mesure qu'il recule et qu'il frappe cette couche d'humidité ou d'atmos. Si je peux trouver un moyen de le créer, vous le verriez grossir un peu comme nous le faisons dans la vraie vie, quand il se couche sur l'océan à certains moments et qu'il y a beaucoup d'atmos. Alors vous obtenez une sorte de grossissement. Il va rétrécir pendant un moment, puis juste au moment où il se rapproche du point de fuite, il se dilate et grossit un peu. Et c'est juste à cause de l'atmos. Et ceci, ça le synthétise. Ça montre la flèche rouge dans le coin arrière. C'est la clôture près de ma piscine, qui est à environ 30 mètres. Et le mur où se trouve la flèche jaune, c'est là où il a commencé. Et la flèche rouge est là où il a terminé. Il a donc parcouru une telle distance pour obtenir ce petit espace pour se coucher. Vous pouvez donc voir qu'un coucher de soleil fonctionnera absolument sur une terre plane et de niveau, simplement par une simple démonstration que vous pouvez faire à la maison. Vous pouvez installer cela dans un couloir de votre maison, avec un filet et des petits trucs velcro collants 3M, pour que lorsque vous les retirez, cela n'arrache pas la peinture de votre mur. Et mettez simplement des nuages de coton là-dedans. Et tirez un laser ou une lumière focalisée, n'importe quelle source de lumière au-dessus d'eux. Et puis déplacez la position de votre caméra de haut en bas, et vous pouvez voir comment cela fonctionne. Et là, ça explique simplement ce qui s'est passé. Et là, vous pouvez voir comment le soleil semble être devant ce filet inférieur. Il est à plus de 30 mètres de distance. Il est probablement à 33 mètres de distance. Cela vous montre donc comment la position apparente du soleil n'est que cela. Ce n'est qu'une position apparente. Ce n'est pas une position physique. Et ça agit comme un point focal de lumière, pas comme une source de lumière sphérique. Okay, you can see the laser is above the top trellis net, which represents cloud layer. The bottom represents the ground. The laser is absolutely level. The camera is focused on the vanishing point, so everything's legit here. We're going to see how sunset and rise works.
This is showing the Mount Rainier shadow, which makes perfect sense after the first 3 videos showing a sunset and rise over a level plane. So all this stuff works perfectly in the geocentric enclosed flat Earth universe model. En voici 2 autres. Ceci est une démonstration dans un couloir. Ce qui est intéressant à propos de celle-ci, c'est qu'elle m'a aussi appris plus que ce à quoi je m'attendais. En fait, c'est au-dessus du treillis. Mais à cause de la position de la caméra, on dirait que ce n'est pas le cas. Et le treillis imite en fait une couche de brume que nous avons. Donc parfois, quand vous voyez 2 soleils, il se peut que la couche de brume crée ce deuxième soleil, qu'il ne s'agisse pas d'un véritable deuxième soleil physique. Et si vous utilisez des filtres solaires, des filtres thermiques, peu importe, vous verrez que lorsque vous avez ces 2 soleils, l'un d'eux n'est pas le vrai soleil, car il ne vous montrera pas de taches solaires et l'autre le fera. Mais c'est un phénomène qui peut être causé par la couche de brume elle-même. Et ici, vous pouvez voir, tout ce que je fais, c'est de changer la perspective de la caméra. Vous allez voir le soleil qui semble se coucher. Ce n'est pas le cas. Il est au-dessus de la couche nuageuse, au-dessus de l'autre côté du couloir. Et vous allez voir le soleil effacer ce petit nuage, comme vous le voyez dans la vraie vie. Il disparaît et se dissipe en quelque sorte. Et vous voyez les rayons crépusculaires descendre du bas des nuages. C'est une imitation parfaite de ce que nous voyons. Et la raison pour laquelle je montre cela, encore une fois, c'est parce que c'est essentiel pour comprendre le modèle lui-même. Et ceci est juste une sorte de synthèse de ce qui a été mis en place. Et je le répète, si vous avez des questions à ce sujet, je peux passer en revue tout cela après. Ceci est une autre démonstration dans un couloir où je montre simplement comment le soleil semble être dans les nuages. C'est juste un point focal de lumière. Et comme je l'ai dit, vous pouvez installer cela chez vous. Ici, je tourne la caméra. Vous pouvez voir qu'il y a une couche nuageuse au-dessus. Et puis, chacune de ces couches nuageuses est au même niveau que les autres. Ils sont tous à 30 cm du sol, mais ils semblent s'abaisser. Et on dirait que le soleil est derrière cette couche, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est juste une question de perspective. Et comprendre la perspective va vous aider à comprendre le modèle de la Terre plane, d'une manière qui vous aidera à l'expliquer aux autres. Simplement de manière plus simple, d'une façon où ils peuvent le comprendre, à mon avis. Vous pouvez donc voir que le soleil semble être dans ces nuages. Ce n'est pas le cas. Il fait exactement ce que nous voyons dans la vraie vie. Il illumine le bas des nuages et il est en fait au-dessus de ces couches de nuages. C'est juste la position de la caméra. La perspective donne l'impression qu'il est en dessous d'eux, alors qu'il est en fait bien au-dessus d'eux. En fait, j'avais un autre petit soleil sphérique installé là-dessus pour une autre démonstration, que je n'inclus pas ici. Pas pour le moment, en tout cas. Mais vous pouvez voir comment il se déplace simplement à travers les nuages. C'est très cool et très intéressant. Voici une autre version en gros plan. On dirait qu'il traverse les nuages. Mais ce n'est pas le cas. Il n'est même pas dans les nuages. Je ne crois pas que le Soleil soit une sphère. Je crois qu'il est concave à sa surface. C'est un disque focal. Même la NASA l'appelle le disque du Soleil. Je ne pense donc pas que ce soit une lumière sphérique. Je crois maintenant, de toutes les fibres de mon être, qu'il s'agit d'un point focal de lumière et que certaines choses, comme les taches solaires, contredisent en fait sa sphéricité. Dans cette démonstration, je montre un soleil sphérique que j'ai fait avec de la peinture luminescente. J'ai mis des taches solaires dessus. Et à cet instant, je fais semblant d'être au tropique du Cancer. Et je descends très bas. Et les gens disent « Oh, vous ne le regardez pas d'en bas ». Cela n'a pas d'importance. Une surface sphérique, quand vous la regardez, vous allez voir une distorsion. Et vous pouvez même le voir de nos jours. Elle a une télévision concave là-bas, ou un moniteur. Et l'écran concave vous donne une meilleure vue. Peu importe où vous vous trouvez dans la pièce, vous obtenez moins de distorsion. C'est donc une autre raison pour laquelle je crois que le Soleil et la Lune sont concaves à leur surface, car ils ne sont jamais vraiment déformés. Ils nous offrent une bonne vue, peu importe où nous nous trouvons dans la pièce. Quant au Soleil sphérique, lorsque vous vous déplacez du tropique du Cancer, où je me trouve en ce moment, et que vous vous déplacez vers le tropique du Capricorne, vous allez avoir des taches solaires complètement différentes. Eh bien, ce n'est pas ce que nous voyons. Si nous sommes aux antipodes, dans la zone de lumière du jour, nous voyons les mêmes taches solaires. Elles sont simplement inversées, tout comme ce qu'on observe de la Lune. Si vous regardez la Lune depuis la Nouvelle-Zélande en ce moment par rapport à ici en Floride,
La Lune semble aller vers son 3e quart en Nouvelle-Zélande, mais elle s'en va vers son 1er quart pour nous. Elle est juste inversée parce que vous la regardez depuis différents côtés de la pièce. Et vous pouvez voir là, je suis passé de l'autre côté de la pièce. Vous voyez différentes taches solaires. Ce n'est pas ce que nous voyons dans la vraie vie. Dans la vraie vie, nous voyons les mêmes taches solaires. Nous les voyons simplement inversées lorsque nous sommes de différents côtés de la pièce. Je pense donc que les taches solaires réfutent l'idée d'un soleil sphérique et sont en fait en faveur d'un disque solaire avec une surface plane ou concave. Voici à quoi je crois que ressemble l'anatomie du soleil. Tout est un champ toroïdal, du micro au macro. Tout est un champ toroïdal sonore, énergie, fréquence, vibration. Et la Genèse 1 le confirme, car elle dit que Dieu planait au-dessus de la surface des profondeurs et il a tout créé par le Verbe. Il l'a créé par son Verbe, donc le champ toroïdal va du plus petit au plus grand niveau. Ceci est tout. L'anatomie du Soleil est donc la suivante. On a une entrée qui est invisible. C'est l'énergie de la Terre qui monte, qui est collimatée, puis elle est renvoyée vers le bas sous une forme d'énergie invisible. Et lorsque cette énergie invisible frappe sa couche gazeuse superfluide ou ionisée respective dans l'atmos, elle s'enflamme comme une lumière néon. Donc si vous avez des néons, j'en ai ici, on pourrait probablement l'installer et le monter. Si vous avez des tubes de néon avec de l'hélium dedans et que vous les prenez et les placez à côté d'une bobine Tesla, ils s'excitent et s'allument car cet apport d'énergie permet à la lumière de devenir visible. Avant cela, il n'y a pas de lumière visible, jusqu'à ce que vous obteniez cet apport d'énergie invisible dans le milieu qui crée un point focal de lumière. Voilà donc ce qui se passe. L'énergie de la Terre monte, elle est collimatée, renvoyée vers le bas. Et une fois qu'elle touche la couche gazeuse ionisée ou la couche superfluide ionisée, elle crée un point focal de lumière. Je crois donc que c'est ce qu'est l'anatomie du Soleil. C'est ce que nous voyons, comme nous le voyons d'en dessous. La seule partie visible que nous verrions serait le point focal, le disque solaire. Nous ne verrions pas le reste. Mais vous avez votre entrée invisible. Vous avez au niveau du mur de bloc, vous avez ce qu'on appelle l'onde sinusoïdale, qui est ce qui entoure le Soleil, juste là, ce motif ondulé. Et cela est créé par l'énergie frappant soit la couche de gaz ionisé, soit la couche superfluide, créant ce point focal de lumière. Et puis, vous obtenez la sortie visible par en dessous. Donc, vous pouvez en quelque sorte voir l'anatomie du Soleil dans ce que je crois être notre modèle de Terre plane. Je crois que l'anatomie de la Lune est similaire. Sauf que la Lune, ce n'est pas une question de positif ou de négatif, c'est une charge, une décharge. Je crois que la Lune est une sorte de charge et de décharge. Elle se charge puis se décharge. Et je crois qu'elle se charge avec le Soleil et se décharge avec le Soleil par rapport à son mouvement mensuel, à travers les tropiques. Et la Lune se déplace du tropique du Cancer au tropique du Capricorne mensuellement, pas annuellement. Donc en ce moment, la pleine Lune est sur le tropique du Capricorne. Et quand le Soleil est sur le tropique du Capricorne, la pleine Lune sera sur le tropique du Cancer. Donc il se déplace en quelque sorte à l'opposé. La Lune se déplace à l'opposé du Soleil. Mais elle le fait mensuellement au lieu d'annuellement. Et c'est pourquoi vous pouvez obtenir l'analème mensuel avec la Lune, mais seulement annuel avec le Soleil. Mais la Lune a la même anatomie que celle que vous venez de voir avec le Soleil, je crois. Cela s'appliquerait de la même manière avec la Lune, sauf que pour les besoins de la conversation, on va dire positif et négatif. Le Soleil serait le positif, la Lune serait le négatif. Et voici l'éclipse solaire annulaire. Une démonstration que j'ai faite. En gros, j'ai pris une lentille concave qui représente la Lune, un point focal de lumière qui représente le Soleil. Et je les ai fait monter depuis le bas parce que cela représente l'énergie qui monte. Et vous pouvez en quelque sorte voir d'où cela vient depuis le bas. Et puis le point focal de la Lune se déplace devant le point focal du Soleil et crée un effet de lentille. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que la lentille concave est luminescente. Je l'avais peinte avec de la peinture phosphorescente, donc elle a sa propre lumière. Et c'est un peu translucide, mais c'est plus opaque. Mais cela vous montre complètement l'anneau. Et puis, si vous le déplacez légèrement, vous obtenez l'éclipse solaire annulaire. Donc vous obtenez soit votre anneau de feu, et ce n'est qu'un aperçu rapide, mais je peux en fait faire apparaître les perles de Bailey. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les perles de Bailey. Mais quand vous avez une éclipse solaire, il y a un certain moment
où l'éclipse est sur le point de devenir complète, et vous obtenez ce qui ressemble à des perles sur un bord. Et parfois ils appellent cela l'effet d'anneau de diamant, parce que parfois il y en aura une, parfois il y en a plusieurs. Mais je peux obtenir le même effet dans le modèle en faisant ces hypothèses sur ce que sont le Soleil et la Lune, en tant que points focaux de lumière et points focaux de lumière concave. La raison pour laquelle nous voyons le transit de ces éclipses comme nous le faisons est simplement basée sur la perspective. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ça va dans cette direction. C'est juste parce que cela converge dans notre vision comme ça. Vous la voyez donc entrer puis sortir, si cela a du sens. La vidéo suivante ne contient que des photos que j'ai prises. Il s'agit en fait de reflets d'objectifs qui se sont éclipsés. Vous pouvez donc voir comment deux sources de lumière non physiques peuvent créer un effet d'éclipse simplement en interagissant l'une avec l'autre. Et puis, la première photo est juste une photo du croissant de lune, qui est croissante. La deuxième est une démonstration que j'ai faite d'un croissant de lune qui est croissante avec une lune concave que j'ai peinte avec de la peinture phosphorescente. Elle donne donc sa propre lumière. Et puis elle est à l'intérieur d'un dôme céleste, avec une autre source de lumière qui se déplace d'avant en arrière à travers ce dôme, ce qui provoque les cycles de phase de la Lune. Cette vidéo suivante montre les phases de la Lune elle-même. Ces deux démonstrations. C'est avec cette première que j'ai commencé à comprendre que la surface de la Lune était concave. Et c'est à cause de la façon dont ces ombres grandissaient parfaitement, tout comme on les voit grandir pendant ces phases croissantes jusqu'à l'absence de lune. J'ai dit absence de lune, pas nouvelle lune. Je crois que la nouvelle lune est l'instant d'apparition du premier croissant. Alors il n'y a pas de lune lorsqu'elle n'est pas visible. Et parfois, elle peut être invisible pendant 48 heures. Du moins dans mon suivi, en tout cas. La deuxième est moi faisant la démonstration à l'intérieur d'un dôme céleste avec une autre source de lumière et la lune luminescente. Ceci est à travers mon télescope. Et c'est là que j'ai découvert que les cratères n'étaient pas des cratères. Ce ne sont pas des impacts. Ce sont des bulles, des distorsions, peu importe comment vous voulez les appeler. Je ne sais pas vraiment. Mais ce ne sont certainement pas des impacts. Ce ne sont pas des empreintes. Ce sont des distorsions qui font saillie. Vous pouvez clairement voir que ce sont des protubérances. Ce ne sont pas des impacts. S'il s'agissait d'impacts, cela soutiendrait en fait une surface concave plutôt qu'une surface sphérique. Si vous y réfléchissez, voyez ces rayons sortir de ce soi-disant impact? Pourquoi s'enrouleraient-ils autour d'une surface sphérique si quelque chose l'impactait? Ça ne se passerait pas comme ça. Ils exploseraient et s'en iraient vers l'extérieur. Ils ne suivraient pas la courbure de la Lune en raclant la courbure, en creusant, en contournant la courbure. Ils frapperaient et iraient vers l'extérieur. Mais si c'était concave, et ce n'est qu'une spéculation ici, si c'était concave, alors cela aurait du sens si c'était un impact. Parce que si c'est le cas, ceci sont mes deux photos, au fait. Ce sont les mêmes données appliquées différemment, un traitement différent après coup, à travers mon télescope. Donc, s'il s'agit d'une surface concave et d'un impact, alors il serait logique que les morceaux supplémentaires s'enroulent sur les côtés, ou se roulent vers le haut et créent des cicatrices comme ça. Donc le simple fait qu'ils disent que c'est dû à un impact soutient en fait une surface concave plus qu'une surface sphérique. Je ne dis pas que c'est une preuve de quoi que ce soit. Allez, ça suffit pour la Lune concave. Alors voilà, la Lune, je ne crois pas qu'elle soit une sphère. Même chose ici. Si vous vous déplacez dans la pièce et que vous avez une source de lumière sphérique, vous verrez différentes phases à différents endroits de la pièce. Que vous soyez au tropique du Cancer, au tropique du Capricorne ou à l'équateur, vous verrez différentes phases. Certaines personnes verront une absence de lune, alors que d'autres verront un premier croissant, et d'autres verront comme une lune gibbeuse décroissante, tandis que d'autres verront une absence de lune ou un dernier quartier de lune. Je ne crois donc pas que la Lune soit sphérique. Je ne crois pas que le Soleil soit sphérique. Les éclipses de lune de sang. Je ne vais pas passer en revue tout ça, car nous pouvons le faire dans l'autre pièce. Je peux l'expliquer et le montrer physiquement, mais en gros,
Une éclipse de lune de sang se produit lorsque la Lune se déplace dans la zone de la Coffee Cup caustique que le Soleil crée occasionnellement. Le Soleil à l'intérieur de notre modèle crée l'effet caustique, et il ne le fait pas tout le temps. Cela dépend simplement de sa position. Donc, lorsqu'il crée cette caustique, à cause de la diffusion Rayleigh et du décalage vers le rouge et le bleu, l'effet caustique se trouve dans le spectre rouge. Donc, lorsque la Lune s'y déplace, vous obtenez cette éclipse de lune de sang. Et la diffusion Rayleigh vient de l'ordre Rayleigh. C'est juste le nom qu'il lui donne. Et il dit que c'est la façon dont la lumière est dispersée dans l'atmosphère. Je crois que c'est la réponse au décalage vers le rouge et au décalage vers le bleu. Blue shift, red shift. En raison du plafond super fluide qui est au-dessus de nous, vous pouvez voir d'où vient la lumière. Elle est super bleue. Et puis ici, vous avez cette zone rouge. Donc, plus vous vous éloignez de la lumière, plus vous obtenez de décalage vers le rouge. Plus vous êtes proche de la source lumineuse, plus vous obtenez de décalage vers le bleu. Tout cela s'explique dans le modèle de la Terre plane. Et c'est en fait très simple. Celles-ci sont des feuilles au fond de ma piscine. Et c'est la même feuille. Tout ce que j'ai fait, c'est marcher d'un côté à l'autre de la piscine. Et le décalage vers le rouge et le décalage vers le bleu ont changé. Ça a changé de côté simplement parce que j'étais plus proche d'elle d'un côté et ensuite j'étais plus loin de l'autre côté. Bref, je ne vais pas passer ça en revue. Le dôme lui-même, le dôme céleste, répond à la ligne Terminator. C'est vraiment cool de voir la ligne Terminator quand vous êtes en avion et que vous la voyez passer devant vous, s'éloigner et revenir. C'est vraiment une chose incroyable d'être là-haut et de voir cela dans les airs. Mais vous pouvez voir ici dans ce petit dôme céleste que j'ai, où j'ai écrit « Nuit et jour », vous pouvez voir que cette ligne Terminator correspond presque parfaitement le soir à ce que vous voyez s'éloigner de vous. Les traînées d'étoiles provoquées dans le dôme céleste. Donc c'est en fait dans mon modèle, je projette un champ d'étoiles dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, au-dessus du pôle Nord. Et vous obtenez ce champ d'étoiles en rotation. Et lorsque je place ma caméra dans certaines positions, je peux obtenir ce que nous voyons là. Vous pouvez voir les traînées d'étoiles du Nord dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à partir du haut. Puis vous voyez les traînées d'étoiles du Sud dans le sens des aiguilles d'une montre lorsque je me concentre sur la partie sud du dôme. Puis vous voyez les traînées d'étoiles équatoriales qui traversent le centre de ces deux-là. Tout cela se produit avec une traînée d'étoiles projetée dans un dôme, se déplaçant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et les gens disent toujours « Montrez-moi les traînées d'étoiles sur une Terre plane ». Ben voilà, cela fonctionne. Alors là encore, c'est mon imitation. Et ce qu'on voit dans la vraie vie, ça c'est le modèle, ça c'est la vraie vie. Et encore, ça c'est le modèle. Et vous pouvez voir, par exemple, la croix se déplacerait autour de Sigma Octantis, ou ce qu'ils appellent Sigma Octantis, dans l'hémisphère sud. Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est que cela se produit aux 4 coins en même temps. Donc dans le modèle, vous voyez cela aux 4 quarts simultanément. Cela signifie donc que si vous vous trouvez en Amérique du Sud ou en Afrique du Sud, vous pouvez voir cette rotation à partir de toutes les localisations. Australie, Amérique du Sud, Afrique du Sud, en même temps. Car c'est en fait la façon dont la lumière est pliée et courbée par le dôme céleste pour créer ces points de réflexion. Et je crois que le Créateur l'a fait de cette façon, que si jamais vous allez aussi loin dans le Sud et que vous perdez vos repères, tout ce que vous avez à faire, c'est de tourner le dos à cela et de faire chemin inverse et vous revenez au nord. Et ceci montre simplement cet arc et cet anti-arc, comme si tout était à l'opposé entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Ainsi, lorsque nous voyons le Soleil tourner dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère nord pendant le solstice d'hiver pour nous, alors durant le solstice d'été dans l'hémisphère sud, ils ont un mouvement apparent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous obtenez donc l'arc et l'anti-arc des différentes zones du royaume. Celles-ci sont des photos vraiment sympas. L'une est une photo d'éclipse solaire qu'un ami a prise. L'autre est ma photo. C'est la lune derrière les nuages. Et elle a créé la croix dans les nuages. C'est juste une photo chanceuse. Je ne pouvais rien voir et je venais d'avoir le P950 et j'ai juste appuyé sur le bouton pour voir ce qu'il allait capturer. Et c'était comme si Dieu me montrait « Hey, je suis toujours là, continue ce que tu fais ». C'est le modèle lui-même. Oui, les planètes sont réelles. Ce ne sont pas des planètes, ce sont des étoiles errantes, mais elles sont réelles. Voilà à quoi ressemble Saturne. Voilà à quoi ressemble Jupiter.
Ceci est le casque de Thor, qui est NGC 2359. J'ai des photos de celui-ci. Ces choses sont réelles, elles sont là-haut. Psaume 19, de 1 à 4. Ils nous disent que Dieu nous montre simplement son œuvre et nous montre qu'elle fonctionne. Plus de photos du modèle. En fait, c'est moi qui montre le soleil projeté dans le modèle et comment il crée un point chaud à la surface. Et ce n'est qu'une projection, ce n'est même pas une source de lumière physique, c'est juste une projection dans le modèle. Il y a quelques années, je me suis dit que si je pouvais réellement trouver comment projeter le soleil dans le modèle, ce serait génial, et maintenant j'ai réussi à le faire alors. À nouveau, la cosmologie biblique est la sagesse. Et voici quelques-uns des passages des Écritures qui ont été des versets de vie pour moi. En particulier, Jérémie 33, 3, il dit « Appelle-moi et je te répondrai, et je te montrerai de grandes et puissantes choses que tu ne connais pas. » Donc ma sagesse ne vient pas de moi, elle vient du Seigneur. Elle a toujours été, elle sera toujours. Celles-ci ne sont que des photos que j'ai prises. Ceci est le casque de Thor. C'est un collage de photos que j'ai prises avec mon télescope. Ces choses sont réelles, elles sont belles. Dieu les a mises là pour une raison. Et ce n'est pas parce que la NASA les a utilisées pour nous mentir qu'elles ne sont pas réelles. C'est ce que fait Satan. Il prend la vérité et l'utilise pour nous mentir, la déforme, la manipule, et la rend impie alors qu'elle est en fait divine. Voici une photo prise avec le P950. Puisque tout le monde semble penser que les appareils photo de la série P sont comme les dieux des appareils photo, non, ils ne le sont pas. Mais c'est la nébuleuse d'Orion en une seule photo de 20 secondes, prise avec le P950. Celle-ci vient de mon télescope. Et c'est probablement environ 40 minutes de données collectées grâce à mon télescope. Donc c'est là, c'est réel. Et ceux-ci sont les télescopes que j'utilise. Et c'est la nébuleuse de l'Aigle, ou les piliers de la création. C'est aussi environ 30 minutes de données. Ceci est la nébuleuse du crayon dans mon imitation, en supposant un superfluide dans le modèle. Voilà donc à quoi ressemble la nébuleuse du crayon. Ceci est une imitation de cela, en supposant un superfluide dans le modèle. Même chose ici, vous avez la nébuleuse de l'anneau, puis vous avez une imitation de cela, en supposant un superfluide dans le modèle. La nébuleuse de la bulle est une imitation de cela, en supposant un superfluide dans le modèle. Voici la nébuleuse du voile oriental et une imitation de celle-ci, en supposant un superfluide dans le modèle. Et aussi des comètes, même chose, en supposant un superfluide dans le modèle. Je vais passer ça très rapidement. Ce sont des aurores boréales, en supposant un superfluide dans le modèle. Encore des aurores boréales, en supposant le superfluide dans le modèle. Et puis ceci n'est qu'un arc-en-ciel que j'ai fait en utilisant l'hypothèse d'un superfluide et d'un dôme céleste. Et puis vous avez des propriétés physiques de ce qu'est l'oxygène solide. Je crois que l'oxygène solide se forme au plafond superfluide. Des morceaux en tombent de temps en temps et provoquent ce que nous voyons comme des météores. Et puis vous auriez des cycles où le soleil réchauffe le plafond superfluide et d'autres morceaux tombent à des moments précis du cycle. Vous obtenez donc des pluies de météores et parfois ce n'est pas seulement de l'oxygène. Ça contient d'autres gaz nobles super refroidis et super ionisés qui donneraient des couleurs différentes, ce que nous semblons voir et observer dans la vie réelle. Et ceci n'est que le modèle lui-même, dans ma piscine. Je me disais que c'était plutôt cool. Ouais, ça le représente en quelque sorte. C'est donc la fin. J'ai le modèle ici. Il n'est pas complet, complètement installé comme je le voudrais. Mais il est suffisamment bien installé pour que je puisse vous montrer certaines choses et pour répondre à certaines questions, je l'espère. Mais c'est tout pour la présentation. J'ai probablement été un peu long. Alors, qu'essayais-tu de dire, Joe? Que nous avons un modèle. Ouais, donc c'est assez incroyable. Reste ici, Joe, parce que nous allons poser des questions. Cela me rappelle Proverbe 25:2, où il est dit « C'est la gloire de Dieu que de dissimuler une chose, mais l'honneur des rois est d'approfondir un sujet. » Et Joe, il a certainement investi du temps et des efforts. Et l'une des choses que Randy a dit au dîner hier soir, c'est que nous avons tous des rôles différents dans la vie. Et nous avons tous des rôles différents avec la Terre plane. J'ai l'impression que Dieu m'a frappé à la poitrine la première fois que j'ai vu une vidéo sur la Terre plane, parce que je crois qu'il m'a donné un ministère sur la Terre plane, qui a fini par conduire au salut et à des choses comme ça. Et Dieu a définitivement donné à Joe quelque chose d'autre à faire. Donc si la Terre plane ne vous frappe pas comme l'un d'entre nous, cela ne veut pas dire que ce n'est pas vrai. Cela signifie simplement que peut-être Dieu ne vous appelle pas à être un évangéliste de la Terre plane, comme Joe et moi. Et Joe est célibataire, au fait. Ok, alors vous savez, si vous connaissez des femmes, on a besoin de marier Joe. La première question que j'ai,
Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu a créé les plantes avant le soleil. Y a-t-il quelque chose dans les plantes qui émettent de l'oxygène qui aiderait comme cette énergie émanante dont tu parlais, cette ionisation? C'est ma théorie. Je crois que la raison pour laquelle le Soleil et la Lune sont apparus le 4e jour est que l'énergie électromagnétique, après qu'il est créé chaque jour, est devenue de plus en plus forte. Et le 4e jour, elle était suffisamment forte pour créer le Soleil qui gouverne le jour et la Lune qui gouverne la nuit. Intéressant. Presque comme si le Soleil et la Lune étaient le résultat des 3 jours précédents. C'est très cool. Quelle question la foule a-t-elle à poser à Joe? Avons-nous besoin que Joe définisse l'un des mots qu'il a utilisés? Oui, madame. J'ai environ 5 questions. Si le Soleil entre et sort, s'il s'agit d'un point focal de lumière, comment semble-t-il se déplacer ou aller et venir? Et aussi, vous avez dit comme s'il s'éloignait simplement. Alors pourquoi aurait-il l'air de descendre ou de monter s'il s'éloignait simplement? Ne continuerait-il pas simplement jusqu'à disparaître en allant tout droit? Well, okay, so what was the first part of the question again? That was a two-part question. Si c'est un point focal de lumière, comment se déplace-t-il d'avant en arrière? Move, okay, yeah. So, Vous pouvez consulter Faraday et ses études sur l'électromagnétisme et la lumière, sur la façon dont cela affecte. Mais essentiellement, une fois que la lumière est créée dans les couches suprafluides ou dans l'atmosphère au-dessus de nous, quelle que soit la manière dont elle est créée, alors le vent d'éther ou la dérive d'éther qui est présente transporterait et déplacerait cette lumière. Donc elle est en fait déplacée par l'éther lui-même dans son circuit. Et à cause du champ toroïdal, cela la transporterait du Cancer au Capricorne et vice-versa tout au long de son cycle annuel, du moins dans ma théorie. Et Joe a une pièce à l'arrière où il a installé le modèle, donc si vous avez d'autres questions, parce que nous manquons de temps, Joe y sera entre chaque présentation. N'hésitez donc pas à lui en demander plus si vous n'y parvenez pas ici. Merci, j'ai appris beaucoup de choses que je ne savais pas. Vous avez donc parlé du faisceau de lumière focalisé. Et ma question à ce sujet est la suivante. D'accord, je suis là et je vois le faisceau lumineux focalisé, mais si je marche sur la plage pendant un demi-mile, je vois toujours le faisceau lumineux focalisé pointer vers moi. Oui, parce que c'est une position apparente. Une position apparente, ok. C'est la même chose que j'ai dit plus tôt. Si je regarde un lever de soleil et que quelqu'un d'autre regarde un coucher de soleil, puis que quelqu'un d'autre est entre les deux et le voit à son zénith directement au-dessus de lui, les 3 personnes regardent le même soleil, mais elles regardent les positions apparentes de ce soleil en même temps. Le soleil a donc une position apparente, pas une position physique. Et parce que, à mon avis, sa surface est concave, c'est pourquoi vous le voyez toujours face à vous. Donc oui, la surface concave vous donne moins de distorsion. Et puis c'est difficile de se rendre compte avec le soleil. C'est un peu plus facile à voir avec la Lune en raison de la façon dont sont disposés les cratères. Et lorsque vous zoomez vraiment avec les optiques à haute puissance, des télescopes et autres, vous pouvez mieux le voir. Observez-vous actuellement la Lune et les phases et l'image qui se trouve sur la Lune? Parce que les phases de la Lune que vous avez montrées ne ressemblent pas à ce qu'elle fait aujourd'hui. On dirait qu'elle fait des choses vraiment bizarres. Par exemple, vous verrez comme un éclat en bas qui s'allume ou comme le coin inférieur droit qui s'allume. Faites-vous attention au fait que la Lune actuelle, lorsque vous sortez, semble éclairée sous différents angles? Et puis, si vous voulez bien répondre aussi, si vous pensez que cette image qui se trouve sur la Lune est une carte de tous les continents. Je suis globalement d'accord avec la théorie de la carte lunaire. Je pense que c'est la théorie la plus viable en ce qui concerne la surface de la Terre. Mais je ne crois pas que ce soit un reflet. Je crois que c'est une empreinte et nous devons aborder ce sujet dans l'autre pièce plus tard. En ce qui concerne les phases de la Lune, la raison pour laquelle vous la voyez parfois en bas, parfois en haut, parfois sur le côté, dépend de l'endroit où se trouve la Lune dans le ciel. Ainsi, lorsque la Lune se lève et se dirige vers son premier croissant, il semblera que le haut de la Lune est éclairé. Lorsqu'elle est au-dessus de vous, il semblera que le côté de la Lune est éclairé. Et lorsqu'elle se couche, il semblera que le bas de la Lune est éclairé. Ce sera à peu près la position apparente de la Lune en raison de votre perspective depuis le sol. Ça change tout au long du temps où la Lune est dans le ciel. C'est pourquoi on observe ce changement de lumière. On dirait que la lumière change, mais ce n'est pas le cas. C'est juste la façon dont la Lune monte et descend dans le ciel, la façon dont elle apparaît monter, puis descendre dans votre ciel, et ce qui change et donne cet effet de roue de chariot de la partie éclairée de la Lune, alors qu'elle se déplace dans votre ciel. J'espère que cela répond à votre question. Je ne sais pas si c'est en rapport avec ça, mais si c'est un point focal de lumière,
Comment la Lune peut-elle être, par exemple, non éclairée à certains endroits ou, par exemple, apparaître sombre? C'est parce que le Soleil et la Lune dansent. Je crois que la Lune se charge de son croissant jusqu'à la pleine Lune. Elle utilise l'énergie du Soleil pour se charger, tout comme un autocollant phosphorescent. Mais comme elle est concave à sa surface, vous ne voyez qu'une certaine partie éclairée. Et puis lorsqu'elle tourne et se charge, elle fait face directement au Soleil. Vous voyez le tout s'illuminer. Puis cette surface concave s'en va. Et même les anciens pensaient que c'était comme une sorte de bol ou une surface concave, si vous faites quelques études sur ce que les anciens pensaient de la Lune elle-même. Mais il y a plusieurs facteurs. C'est la relation entre la danse du Soleil et de la Lune, et la surface concave de la Lune et la Lune donnant sa propre lumière qui a provoqué ces phases. Je n'ai pas beaucoup entendu parler du terme superfluide. Pouvez-vous nous dire ce que c'est? Oh, superfluide. Donc un superfluide n'est pas un gaz et ce n'est pas un solide. C'est une sorte d'état intermédiaire. Et ce qui est intéressant avec les superfluides, c'est qu'ils sont constitués de gaz ionisés super refroidis comme l'hélium ou l'argon. Mais nous connaissons l'hélium 4. Et ce qui est intéressant avec les superfluides, c'est qu'ils s'élèvent en fait pour remplir le haut de leur contenant. Ils vont donc se suspendre au sommet de leur conteneur. Et à mon avis, cela donne la réponse aux lignes équipotentielles de tension, aux lignes équipotentielles horizontales de tension. Car ce plafond superfluide nous donne notre surface gaussienne de second niveau. Nous avons la surface gaussienne à nos pieds. Le plafond superfluide nous donnerait notre surface gaussienne de second niveau, qui représente les lignes horizontales de tension équipotentielle. Mais les superfluides ne sont que cela. Ce sont des gaz ionisés surfondus qui se sont formés dans un état superfluide. Et un superfluide n'est pas dans un état solide ou gazeux. Il est en quelque sorte entre les deux. Et on considère qu'il y a ce qu'on appelle une viscosité nulle. Ce qui est intéressant, car on dit qu'il y a gravité zéro. Une viscosité zéro signifie simplement qu'il n'y a pas d'impédance. Donc quelque chose qui se déplace dans le superfluide ne subirait aucune friction ou aucune impédance. C'est pourquoi les luminaires, le Soleil et la Lune peuvent être entraînés par le vent de l'éther. L'éther dérive à travers le superfluide avec très peu d'impédance ou de friction. Je ne peux pas croire que vous ne le saviez pas. Salut Joe, je m'appelle Joseph Chafalo. Nous avons beaucoup échangé sur Facebook, donc tu sais, je suis déjà fan de tes trucs. J'allais à l'origine te demander si tu adhères à l'idée du miroir lunaire. À mon avis, je pense qu'il y a quelque chose là. Je pense que c'est trop proche pour ne pas avoir une certaine pertinence avec notre... du moins, je dirais, royaume connu, ou ce que nous sommes autorisés à savoir par, tu sais, ceux qui le contrôlent. Ma question est donc la suivante. Dans ton modèle, qui, tu sais, semble répondre à beaucoup de questions, il prescrit le dôme et une taille fixe. Je ne sais pas si tu as dit ce que c'est, mais la taille, la hauteur... Ouais, je ne vais pas entrer dans les mathématiques parce que je suis juste un conceptualiseur. Bien sûr, bien sûr. Donc ma question est la suivante. S'il est vrai que ce territoire est potentiellement plus grand que ce que nous savons, comment cela se réconcilie-t-il avec ton idée de la taille du dôme? Y aurait-il un deuxième dôme, potentiellement, ou le dôme est-il simplement plus grand que ce que nous savons? Je ne crois qu'en un seul dôme. Je crois qu'il y a 3 cieux. Le premier ciel est celui où nous vivons. Le deuxième ciel serait les eaux au-dessus, et le troisième ciel serait le trône de Dieu. Je n'adhère pas aux nombreuses couches de dômes. Je n'y crois pas. Mais ce que je crois, c'est qu'à l'époque de Péleg, Dieu a séparé les terres. Je pense que depuis l'époque du déluge de Noé jusqu'à l'époque de Péleg, c'est le temps qu'il a fallu à la glace pour envahir la zone qu'elle est aujourd'hui, et que le cercle habitable se déplace autour du cercle plus grand, exposant de nouvelles terres au fil du temps, en enterrant d'anciennes terres sous la glace. Je ne pense pas que cela dure depuis si longtemps. Je pense que cela ne dure que depuis environ 6000 ans. Mais il me semble que c'est un peu ma théorie, que la séparation des terres à l'époque de Péleg s'est produite lorsque la glace a empiété jusqu'au point où elle se trouve maintenant. Et nous avons le mur de glace de l'Antarctique, et nous avons le cercle habitable qui se déplace autour du plus grand cercle tous les 26 000 ans, ce qui est une grande année. Et cela explique aussi la précession des équinoxes. Et cela explique aussi le léger mouvement de Polaris autour du centre. Oui, l'horloge de Prague. Dernière question avant la pause. Je m'appelle Eddie Dokala. Dans la Genèse 1, il est dit qu'il a créé la plus grande lumière pour gouverner le jour et la plus petite pour gouverner la nuit. Qu'est-ce qui, selon vous, rend l'une plus grande que l'autre en ce qui concerne le pouvoir de la lumière?
Bonne question. Eh bien, pour gouverner le jour, il suffit d'être une lumière plus brillante, car la lumière du jour et la lumière de la nuit dans les Écritures sont différentes. La lumière du jour a été créée en premier, et dans l'Apocalypse, il nous est dit qu'un tiers du jour sera obscurci, qu'un tiers du soleil sera obscurci. On nous dit aussi qu'un tiers de la nuit sera obscurci et qu'un tiers de la lune sera obscurci. Il y a donc différents niveaux de lumière et différentes formes de lumière. Le soleil gouverne le jour, la lune gouverne la nuit. Je pense que la différence réside dans le fait que l'énergie de la Terre, qui crée le soleil et la lune, se divise, ou qu'elle soit divisée au-dessus de nous, en ces deux couches respectives qui sont, je crois, la couche d'hélium et la couche de krypton pour la lune. C'est ce qui cause la différence. Et vous en avez une des deux qui est juste une lumière beaucoup plus brillante. Une lumière qui serait beaucoup plus dans la charge. Et une qui est juste plus faible et qui est plus une lumière de charge et de décharge, presque comme un indicateur de batterie en un sens, si cela répond à la question. All right, thanks everyone. So it's 10:30. We're going to take a break for 15 minutes and we'll be back in here at 10:45. Maybe we can get Joe back in for some more Q&A at the end because he's got some really great information. So thank you guys. We'll see you in a bit.